Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Mémoriser ses cours avant les partiels, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît pour de nombreux étudiants. Malgré le temps consacré aux révisions, beaucoup ne parviennent pas à retenir les connaissances nécessaires rapidement et efficacement. Surtout, il serait d'ailleurs 94% à stresser avant un examen, selon une étude OpinionWay. Certaines techniques ou outils de mémorisation existent, encore faut-il les enseigner. C'est ce que fait aujourd'hui notre invité, un ancien champion de mémorisation et de lecture rapide, Florian Manicardi, fondateur de Mémorol, être avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Florian, merci beaucoup de nous accompagner. D'abord, Florian Manicardi, c'est quoi un champion de mémorisation et qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à le devenir? Expliquez-nous. Alors, concrètement, un champion de mémorisation, c'est quoi? Les épreuves de mémorisation se divisent en 10 épreuves où on doit, par exemple, mémoriser, typiquement, on doit mémoriser le plus de chiffres possible dans l'ordre. Alors, pour donner une idée, parce que c'est toujours plus intéressant, on va dire que si on retient à peu près 200 chiffres dans l'ordre en 5 minutes, c'est une performance sympathique. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste sympathique. Ou alors, on va avoir des épreuves où, par exemple, nous devons mémoriser le plus de personnes possible en 5 minutes. C'est une épreuve que je trouve plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'on nous montre plein de visages avec des prénoms parfois très particuliers. L'objectif, évidemment, c'est de nous embrouiller au maximum. Nous avons 5 minutes pour mémoriser le plus de personnes possible. Et ensuite, on nous montre les personnes dans le désordre sans leur prénom ni leur nom. Donc, nous devons ensuite réécrire leur prénom. Et quand vous avez, par exemple, des David avec 3 A, voilà, c'est pas forcément évident. Et une autre épreuve que je trouve très intéressante, notamment, par exemple, pour les étudiants, c'est l'épreuve de mémorisation de dates. C'est-à-dire que nous avons 5 minutes pour mémoriser plein de dates fictives du style 1452, les Anglais ont mangé des bananes. Mais on se rend compte moi par exemple, je mémorise à peu près 68 dates en 5 minutes. Et en fait, les techniques qui sont utilisées pour mémoriser ces dates fictives sont les mêmes que pour des dates réelles. Donc l'objectif, c'est ça, c'est littéralement de pouvoir tester notre mémoire sur des informations un peu inutiles. Et comment je suis venu à m'intéresser aux techniques de mémorisation. Est-ce qu'un jour vous vous êtes rendu compte que vous aviez un don particulier, un don de mémoire, de mémorisation particulier? Alors oui, voilà, forcément, on se pose souvent cette question. Et j'aime bien répondre que oui, ma mère me chantait Pi quand j'étais petit. Mais en fait, pas du tout, je l'ai découvert très tardivement. En fait, j'étais en 2e année de droit. Et j'avais juste envie de mieux mémoriser mes cours. Je n'avais aucun problème. Je voulais juste mieux mémoriser mes cours, surtout sur le long terme. Et je suis tombé par hasard sur des vidéos qui parlaient de quelques techniques de mémorisation. Et en fait, je ne vais pas dire que je les ai tout de suite maîtrisées, mais en fait, elles m'ont beaucoup intéressé. Je me suis dit, ah mais purée, mais c'est ça en fait, c'est adapté pour moi, parce qu'en fait, les techniques demandent à faire appel à notre imagination. Et comme je suis quelqu'un d'assez imaginatif, en fait, j'y étais très sensible. C'est plutôt ça, j'étais sensible aux techniques, mais il m'a fallu du temps avant de les maîtriser et de développer mes propres techniques. Comment vous expliquez justement que ces techniques-là, qu'à l'école, on n'apprend pas aux élèves à apprendre ? Alors, ça commence à être un petit peu, on va dire, mis en avant, notamment, par exemple, pour les cartes mentales. Ça, on commence à beaucoup en parler. Les mind mapping? Tout à fait, les mind maps, absolument, le mind mapping. Dans certains collèges dans lesquels je vais, on parle des mind maps, les élèves sont déjà au courant parce que les profs eux-mêmes, en fait, sont formés dessus. C'est surtout ça, c'est que les professeurs connaissent les techniques et puis ensuite, ils peuvent les partager à leur tour. Donc, je dirais que c'est juste, en fait, une question... un manque, en fait, on va dire une ignorance sur le sujet, parce qu'on ne sait pas exactement que ça existe. Et la preuve, quand je parle des championnats de mémoire, alors il y en a qui disent félicitations et d'autres qui me disent ça existe ça. Voilà, donc je dirais que c'est juste un manque de transparence par rapport à ce sujet. Parce que quelles sont les techniques basiques de révision de l'étudiant? Celui qui n'aurait pas les techniques que vous avez, les outils que vous avez, quand un étudiant y révise, comment il apprend son cours? Alors évidemment, il y a les stratégies très classiques, c'est-à-dire la lecture. Voilà, relire 50 000 fois le même texte. Faire des fiches. Moi, c'était comme ça que je faisais, en tout cas, à l'époque. Alors, je vous rassure, je ne suis pas du tout contre les fiches. En fait, mais par contre, je suis contre le fait, et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, contre les petits malins, en fait, qui font des fiches, mais qui, en fait, recopient juste leur cours en plus petit. Oui. Voilà.
Voilà, et ça, en fait, il y en a pas mon beaucoup. Ah, mais il y en a beaucoup. J'adore quand je dis ça aux étudiants, parce qu'ils rigolent, parce qu'ils se reconnaissent. En fait, ils disent, oh, c'est vrai que leurs fiches de révision, ok, elles sont courtes, mais en même temps, ils ont écrit en police 4. Donc, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Il y a les fiches de révision, il y a le fait de surligner, il y a le fait de regarder des vidéos. Ça, en fait, ce sont les stratégies un petit peu passives. Ouais. Surtout le fait d'écrire, de relire et de regarder des vidéos, c'est complètement passif. Et une chose que je leur dis, et là, on n'est pas vraiment dans la mémorisation, mais plus dans la compréhension, c'est que je leur dis, l'un des secrets de l'apprentissage, c'est l'apprentissage actif. C'est-à-dire concrètement, ok, tu as lu ton bouquin, super, mais comment tu sais que tu connais ton cours ? T'en sais rien en fait. C'est toi qui te dis, oui, c'est bon, je l'ai lu, donc je le sais. Non, mais par contre, quand il y a quelqu'un qui t'interroge dessus, là, il n'y a pas de, oui, je pense que je le sais, c'est oui ou non. C'est là, on est au courant de ce dont tu es capable. Et ça, c'est quelque chose, justement, que je veux bien mettre en avant pour les étudiants. Les forcer à être actifs. Alors, en quoi consiste la méthode que vous avez développée, justement ? Donc, des techniques peut-être que vous avez repris, que vous aviez déjà. Voilà, est-ce qu'il y a une méthode Mémorol ? Alors, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, bien sûr que je me présente, on va dire, comme un spécialiste de la mémorisation, mais en réalité, l'apprentissage est beaucoup plus vaste que ça. Et ça va, en fait, de la motivation jusqu'à la répétition. En réalité, la mémorisation n'est qu'une étape de l'apprentissage. Bien entendu, mon objectif, en fait, c'est de renforcer toutes ces étapes-là. C'est-à-dire, comment on trouve sa source de motivation, comment on se concentre, comment on vérifie sa compréhension et comment aussi on donne goût à l'apprentissage. Par exemple, je développe beaucoup de jeux autour de ça. Par exemple, des jeux pour faire découvrir la bataille de Waterloo, mais différemment. Au lieu de l'expliquer, en fait, chaque élève est un chef de guerre et va établir sa propre stratégie. Et mine de rien, ils peuvent comprendre. Aussi, comment on synthétise, notamment avec les cartes mentales, ou avec les flashcards ou d'autres outils, ou la lecture rapide notamment. Et parmi les techniques de mémorisation, alors il y en a plusieurs, certaines que j'ai reprises. Donc je pense par exemple au palais de mémoire. Voilà, donc hashtag Sherlock Holmes. Mais en réalité, ça existait depuis bien plus longtemps que ça. Donc il y a le palais de mémoire. En quoi ça consiste ? Expliquez-nous rapidement. Le palais de mémoire, on prend une pièce que l'on connaît et on va déposer des informations dans cette pièce. Donc on va toujours penser en termes d'images. En général, on l'utilise par exemple pour mémoriser des listes de courses, mais on peut par exemple l'utiliser pour apprendre ses cours par cœur, pour apprendre par exemple les principales idées, on va dire, d'un cours, ou alors pour apprendre le plan de son cours, pour apprendre des définitions. On peut l'utiliser pour n'importe quoi. Et on met ces idées à un endroit dans la pièce. Exactement. Par exemple, avec un étudiant de médecine, je vais lui dire, voilà, on va imaginer qu'il y a une cerise sur le tabouret. Et pourquoi une cerise ? En fait, parce qu'on va parler par exemple du cours sur le pharynx. Parce que, en fait, une cerise, en fait, je pense à une cerise pour symboliser C6. C'est l'image que j'ai en tête. Et le fait de voir une cerise, je vais me dire, ah oui, il y a une cerise là. Ah oui, c'est pour mémoriser, oui, le pharynx. Et je m'en souviens, il commence à partir de la cervicale C6. Et on fait comme ça, en fait, pour tous les éléments de son cours. Il y a la table de rappel qui consiste à transformer des chiffres en images. Il y a le fil de l'araignée, qui est une technique qui consiste à créer des liens entre différentes informations. Ça peut être des connaissances que nous avons, des films que nous avons vus, ça peut être n'importe quoi. Il y a aussi, on va dire, des techniques plus particulières, notamment... Celle que vous nous avez amenée aujourd'hui. Expliquez-nous. Alors, là, par exemple, vous voyez, dans ces petites fioles, il y a des odeurs. Des odeurs qui sont très caractéristiques. Et on peut les utiliser de plusieurs façons. Elles peuvent être utilisées, on va dire, comme repère, c'est-à-dire associer un cours à une odeur. C'est quelque chose qui peut donner un indice supplémentaire. Je ne dis pas que c'est la technique ultime, mais ça donne un indice. Et ça, c'est important. Mais je les utilise, par exemple, aussi pour des personnes, par exemple, qui font des écoles d'œnologie. C'est-à-dire, ils vont sentir une odeur, si vous voulez expérimenter. Et ensuite, vous devez essayer de déterminer ce que c'est. Je ne saurais pas dire du tout. Alors, je ne vous ai pas donné la meilleure, parce qu'en fait, je vous ai donné réglisse. Ah. Je ne vous ai pas donné la meilleure. Je vous ai pas donné la meilleure, mais il y a des odeurs qui sont très différentes. Et là, l'objectif, c'est quoi ? C'est de parvenir à mémoriser ces odeurs en repérant, on va dire, un détail qui vous marque. C'est ça. Et justement, par exemple, quand je fais sentir des odeurs à quelqu'un, je leur dis, essaye de repérer un détail qui te marque. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Une émotion, ça peut être aussi. Absolument, ça peut être une émotion ou un souvenir. C'est de là que vient la fameuse Madeleine de Proust. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous allez sentir, vous allez dire, tiens, ça me fait penser à un gâteau. Ou tiens, ça me fait penser à l'odeur que je retrouve chez quelqu'un. Et c'est ça, en fait, que j'essaye de travailler.
Comment vous les suivez, ces jeunes, ces moins jeunes? D'ailleurs, quelle est la cible principale aujourd'hui? Ce sont des gens, je le disais, des gens qui préparent le bac, qui préparent leurs examens à l'université, qui préparent des concours. Qui vient vous voir aujourd'hui? Alors, évidemment, je vais vous dire que tout le monde est intéressé, ce qui est vrai, puisque j'ai des demandes un peu partout. Mais si je devais quand même dire les filières qui sont, qu'on réclame le plus, la médecine, clairement. Oui. Ça, je dirais que c'est numéro 1. En même temps, vu le volume qu'ils ont à prendre, c'est pas étonnant. Ouais. Il y a également certaines prépas de droit. Voilà. Alors, pas forcément avocat, hein, on va dire toutes les écoles de droit. En fait, toutes les filières où il y a des concours, finalement. C'est surtout ça où on va vraiment beaucoup m'appeler. Et vous les suivez pendant combien de temps? Alors, ces jeunes, comment ça marche? Une séance, 2 séances, 3 séances? C'est-à-dire qu'une fois que vous leur donnez les bonnes méthodes, les bons outils, les mécanismes, après, c'est bon? Presque on les a à vie et Alors, non, je ne pourrais pas dire qu'on les a à vie parce que ça dépend de la pratique de l'étudiant. Et ça, malheureusement, même avec la meilleure volonté du monde, je n'ai pas un contrôle absolu dessus. En ce qui concerne, par contre, il faut préciser quelque chose. Mes ateliers, donc en général, j'en fais à peu près 4. Ouais. Je considère que c'est largement suffisant. Mais pendant mes ateliers, en fait, je ne vais pas m'embêter à leur expliquer la théorie. Je ne vais pas leur dire, alors le palais de mémoire, en fait, tu prends un objet, etc. En fait, je vais leur dire, voilà, tu as ton cours là sur l'œsophage? Oui, ok, file-le-moi, d'accord. Je lui donne des techniques, enfin, je lui envoie des vidéos sur les différentes techniques de mémorisation. Et quand il est avec moi dans l'atelier, je dis, ok, maintenant vous allez pratiquer. Allez, vous mémorisez le cours sur l'œsophage en utilisant un palais de mémoire. Ou alors, je vais leur dire, essayez de me créer un moyen mnémotechnique avec les éléments de la liste suivante. Ou alors, je vais leur faire plein de jeux. Par exemple, je vais leur faire un jeu d'élimination où je vais leur donner par exemple une liste d'acides aminés et je vais leur dire, trouvez-moi une image pour chaque acide aminé. Et ensuite, moi, j'essaye d'éliminer les différents étudiants en devinant leur image. Donc, vous les mettez, c'est ce que vous disiez, dans la pratique tout de suite? Totalement. Pour ce qui est de la théorie, en fait, grâce aux vidéos, on peut déjà leur donner les éléments principaux. Bien entendu, après, je réexplique s'il y a besoin. Il y a toujours besoin de réexpliquer. Mais même si je dois réexpliquer, je préfère faire une démonstration. Une question aussi que je me suis posée en préparant cette émission, est-ce que ces méthodes-là, elles permettent de travailler sur la mémoire long terme, court terme? C'est-à-dire comment ça marche? Je sais que quand on révise avec les méthodes passives, classiques, traditionnelles, on s'y met pendant 2 semaines. 2 jours après l'examen, on a tout oublié de ce qu'on avait appris pour cet examen, pour le jour J. Est-ce que vous, ces techniques-là travaillent sur une mémoire qui va rester peut-être plus longtemps? Est-ce que ces éléments-là sont amenés à être ancrés plus longtemps? C'est exactement le but, parce qu'en fait, c'était ma démarche quand j'ai découvert les techniques de mémorisation. En fait, ça me rendait fou d'apprendre mes cours sur le court terme, voilà, sans mauvais jeu de mots. Je me suis dit, mais je perds vraiment mon temps, c'est pas possible, je passe des jours à apprendre, et encore une fois, je n'ai pas de difficulté particulière. Mais si c'est pour retenir pendant 1 heure ou 1 heure et demie, et après perdre tout ça une fois que je serai sur le marché professionnel, ou voire même dans les années suivantes, je me suis dit, ça sert absolument à rien. Donc l'objectif des techniques, c'est bien sûr en fait d'avoir accès à cette fameuse mémoire à long terme. Merci beaucoup Florian Manicardi d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Aujourd'hui dans Smart Education, nous avoir fait découvrir Mémorol et donc toutes ces techniques de mémorisation pour les étudiants, mais pas que. Vous suivez, je crois, aussi des adultes, des seniors. Alors, ça va être des collégiens jusqu'aux seniors. Jusqu'aux seniors. C'est très large. Voilà, la mémorisation, c'est important. Merci d'être venu nous voir dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À très vite.